Alors oui, on revient aussi beaucoup au offline, donc à toutes les actions marketing de terrain, donc les événements physiques, l'envoi de courrier papier, ça revient un petit peu aussi, mais il ne faut pas se dire le marketing c'est que de la pub, de la communication, ce qui est fait par des agences de com, etc. C'est une partie du marketing, c'est pas l'intégralité du marketing. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de l'Accounting Business Club, le podcast dédié aux experts comptables pour mieux vivre l'expertise comptable. Et aujourd'hui, oui, vous le savez, un épisode qui s'annonce exceptionnel où on va revoir ensemble le b.a.-ba du marketing pour vous, pour votre cabinet, afin que vous puissiez briller, non pas en société, mais faire briller votre marque aussi bien du cabinet que votre marque personnelle. Et pour m'accompagner aujourd'hui sur ce sujet qui, vous le savez, me tient un petit peu à cœur, j'ai la chance, l'honneur, la joie, le bonheur d'être accompagné de Juliette Hervé qui maîtrise on ne peut mieux ce sujet et qui connaît très bien notre écosystème. Et donc voilà, pendant les 45 minutes ou la prochaine heure environ, on va vous partager toutes les actions que vous devez connaître pour bien communiquer, extrêmement bien communiquer dans votre cabinet d'expertise comptable. Juliette, bonjour. Quelle introduction de qualité et pas un balbutiement, etc. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec toi, Alexis, aujourd'hui pour partager du très pratico-pratique. Vraiment, l'idée, c'est que je puisse vous donner des astuces très concrètes pour pouvoir dupliquer ça, en effet, à votre marque personnelle ou bien dans votre cabinet. Exactement, parce que les deux sont à prendre en compte. Et donc, c'est ça l'objectif de ce podcast aujourd'hui, c'est vraiment d'arriver à comprendre la logique du marketing. Et après, à vous de voir si vous voudrez prendre ça sur la marque personnelle ou la marque de votre cabinet. Splendide. Juliette, mais qui es-tu ? Oh, personne, vraiment. Je suis une citoyenne du monde. Une marketeuse, une de plus. Une de plus. Donc, je suis Juliette Hervé. Ça fait à peu près 7 ans que je bosse et que je suis donc spécialisée dans le gros marketing. Ok, on y va. On lance les anglicismes directs. On était sur un épisode du b.a.-ba. Là, tu me lâches le gros marketing, Juliette. Ça va trop vite. Ça va trop vite, beaucoup trop vite. Le gross, avec un petit accent évidemment. Le gros, c'est surtout un état d'esprit en fait. C'est plus se dire, je vais faire du marketing, et c'est ça qui justement va nous intéresser aujourd'hui, c'est comment je fais pas du marketing à l'ancienne, mais je réfléchis tout avec un état d'esprit de je teste, je vois si ça fonctionne go, on y va. Si ça fonctionne pas, ok, on perd pas plus de temps, on met ça en pause et on continue à mettre de l'énergie là où c'est vraiment utile. Et pour ça, un autre élément très important du gros, c'est justement de regarder tout ce qui est data. Toute la moindre action que tu vas mettre en place, quelle est en termes de, par rapport au temps que tu as investi ou à l'argent que tu as investi, quels vont être les résultats. Est-ce que l'objectif c'était de faire de la visibilité? Tu as pu observer qu'en effet peut-être plus de personnes sont venues sur ton profil LinkedIn ou bien sur ton site internet, ou bien si c'est de la lead gen, donc de la génération de prospects, combien de prospects, faire tel article t'as ramené, ou bien faire tel webinar, combien il y a eu de personnes qui sont inscrites, qui ont participé, qui ont ensuite potentiellement fait une prise de contact et sont devenus clients. Magnifique. Alors, là, tu es rentré dans le vif du sujet, tout de suite, tu es parti dans la technique, mais c'est intéressant parce que tu as abordé le sujet de la data, et ça tombe bien parce que le sujet de la data est aussi au cœur des cabinets d'expertise comptable, donc tu viens de mêler à la fois la fonction marketing-communication, d'ailleurs, je serais curieux de savoir ton avis sur marketing et communication, mais tu as abordé donc le sujet de la data sur un pôle de communication lead gen, donc génération de nouvelles opportunités de business, qu'on pourrait d'ailleurs aussi, à mon avis, mixé aussi aujourd'hui avec les sujets de marque employeur et de génération de bandes de CV. Mais t'es rentré très vite dans le vif du sujet. Mais c'est bien pour expliquer. Non, mais c'est important. Déjà, je voulais séduire notre audience qui nous écoute en parlant tout de suite de chiffres. Je sais que les experts comptables sont quand même passionnés par ça. Bien joué, tu m'as catché direct. Ouais, évidemment. Et puis, non, vraiment, c'est ce qui me passionne presque le plus avec le marketing, c'est ce côté voir l'impact que tu peux avoir. Mais oui, on va y aller petit à petit. Revenons au sujet du b.a.-ba. Revenons à la base. Déjà, Juliette, pourquoi tu connais un peu le secteur de l'expertise comptable ? Je maîtrise un tout
petit peu ce milieu-là parce que sur les 7 ans où depuis que je travaille, j'ai fait 4 ans chez Spendesk, une petite licorne que vous connaissez peut-être, qui a quand même une très 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 belle trajectoire. Moi, je suis arrivée au tout début. Éventuellement, si des personnes ne connaissent pas, c'est donc une start-up fintech qui s'adresse aux experts comptables et les équipes finance pour de la solution de notes de frais, de facturation en très très vulgarisé. J'espère qu'aucun ancien collègue ne m'écoute et n'entend à quel point je ne... Non, mais tu vulgarises, voilà. Mais donc du coup, voilà, c'est cette audience d'équipe finance, de directeurs financiers et d'experts comptables était évidemment au cœur de l'audience que j'essayais de toucher avec tous les leviers marketing que j'ai pu enclencher quand j'étais là-bas. Et donc je suis arrivée pour créer du contenu, créer toute la stratégie d'acquisition marketing sur le marché français. Pour Spendesk et donc voilà pourquoi tu connais ce qu'on peut appeler les buyers persona, un des points qu'on va sûrement voir dans cet épisode, et voilà pourquoi tu connais bien du coup l'écosystème, et c'est super intéressant d'avoir ton point de vue marketing sur comment toi t'as fait pour faire connaître Spendesk auprès des experts comptables, auprès des DAF externes aussi, des DAF en général, puisqu'il y avait une super communauté, je ne sais pas si elle existe toujours d'ailleurs, mais c'était un super levier marketing, et la communauté est quelque chose auquel je crois énormément pour les cabinets, que eux-mêmes puissent créer des communautés. Et d'ailleurs, ça tombe bien, si vous écoutez cet épisode, vous savez que nous avons aussi une communauté qui s'appelle, devinez comment, l'Accounting Business Club. C'est du marketing. Allez, on est en plein dedans et c'est le thème, donc je peux me permettre. Donc voilà, ça permet de reposer un peu le contexte de qui es-tu, et on va parler maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Je suis un cabinet d'expertise comptable où je vais créer mon cabinet d'expertise comptable. Je veux faire du marketing ou de la communication. Quelle est selon toi d'ailleurs la différence ? Entre marketing et communication, la communication, c'est une partie du marketing. C'est en ça où je les différencierais. C'est que la communication, c'est vraiment ce qui va te permettre de travailler ta visibilité. C'est tu vas faire du contenu, tu vas être relayé dans la presse, tu vas être présent sur les réseaux sociaux. Ça, c'est du marketing, tout ça, et c'est de la communication. Tu vas communiquer sur ta marque, encore une fois, personnelle ou d'entreprise, et c'est ça qui va faire que tu vas être visible. Et ensuite, une autre partie, je l'ai déjà un petit peu abordé en intro, mais une autre partie, c'est comment, avec le marketing, tu génères des prospects et des clients. Et ça, c'est une partie qui est bien souvent sous-estimée. Quand je discute avec des étudiants, j'ai pu donner des cours par le passé, et c'est vrai que même les étudiants, quand ils arrivent dans des masters de marketing, ils ont une vision du marketing qui reste très com. Et je pense que c'est malheureusement entre gros guillemets, mais une vision qui est pas que je trouve est un peu old school du marketing, avec tout ce qu'il est possible de faire aujourd'hui, tous les leviers, le digital. Alors oui, on revient aussi beaucoup au offline, donc à tout ce qui est toutes les actions marketing de terrain, donc les événements physiques, l'envoi de courrier papier, ça revient un petit peu aussi, mais il faut pas se dire le marketing c'est que de la pub, de la communication, ce qui est fait par des agences de com, etc. C'est une partie du marketing, c'est pas l'intégralité du marketing. Ouais, c'est une bonne def. Franchement, la communication est un des leviers et la traduction de la stratégie marketing. Et derrière, après, tu vas aller mesurer tes actions justement dans tout ce qui suit côté market. C'est ça. Même si justement, du coup, tout ce qui est com et visibilité, ça fait partie des actions qui sont parfois un petit peu traîtres parce que c'est pas forcément évident de calculer vraiment en termes, justement, si on revient très data, très chiffres. Moi, ça me frustrait un peu de se dire on va faire une campagne, ça m'est arrivé de sponsoriser pour en revenir à l'audience DAF, on avait fait un article dans DAF Magazine, mais en fait tu sais combien tu payes, mais tu sais combien de magazines sont envoyés, il t'explique qu'un magazine en moyenne est lu par 4 ou 5 personnes, mais foncièrement tu sais pas quel va être l'impact. Ça va être très moyen long terme potentiellement. Un jour tu vas avoir un client en call qui va dire ah bah oui, j'avais vu que vous aviez fait un article dans DAF Magazine il y a genre 2 ans et demi quoi. T'es sur de la notoriété pure, du allez on y va, un peu d'anglicisme dans ça, dans le brand awareness. Indeed my dear. Oh là là, mais en fait après ça c'est intéressant, ouais, on rentre vif dans le vif du sujet, mais selon toi combien il y a de touchpoints en B2B? Combien de fois il faut que la personne te voit, aperçoivent ta marque perso ou pro, avant de venir te contacter? C'est compliqué de vraiment dire un chiffre. En tout cas, quand tu mets en place une stratégie qu'on appelle inbound,
pour expliquer très rapidement, faire de l'inbound marketing, c'est tu vas créer du contenu pour aller répondre à une problématique de ton persona et faire en sorte qu'en fait, c'est pas toi qui vas le chercher, mais c'est ton persona qui vient à toi. Et dans le cas d'une stratégie d'inbound, tu vas avoir énormément de touchpoints, de points d'entrée. Potentiellement, tu vas avoir d'abord la personne va taper meilleur outil des comptables. En fait, tu vas peut-être avoir écrit top 10 des logiciels pour les comptables. Donc, il va lire ton article. C'était pas forcément toi qui venais chercher, mais en tout cas, tu as répondu à sa problématique avec ton article. En bas de ton article, tu as peut-être un livre blanc qui explique 7 tendances à venir de l'expertise comptable. Donc là, on est sur un deuxième touchpoint avec un autre contenu. Potentiellement, ok, il reçoit le truc, il donne pas forcément suite, mais par contre, il est dans ta base de données. Donc potentiellement, t'organises un webinar dans 2 mois qui est les 7 astuces pour être encore plus efficace quand t'es expert comptable. Ça fait un nouveau touchpoint parce que la personne s'est inscrite, puis participe. Et en fait, tous ces éléments-là t'essayes, toi, en tant que marketeur, de les faire un petit peu avancer dans le cycle de vente et dans la connaissance. Et évidemment, plus il va y avoir de touchpoints, plus la personne est au courant de qui tu es et va s'intéresser. Et on avait même mis en place ce qu'on appelle un score d'engagement. C'était qu'en gros, tu gagnais des points. Plus tu interagissais avec nos contenus, plus tu avais de touchpoints, plus du coup, tu étais un prospect chaud. Et donc, on se disait, plus tu es chaud, plus naturellement, on va pouvoir t'envoyer vers l'équipe commerciale parce que tu as quand même déjà un petit peu des infos sur notre marque. Donc voilà, c'est compliqué de dire un nombre de touchpoints parce que l'approche inbound, l'idée, c'est d'en avoir un maximum pour que le persona se qualifie par lui-même, entre guillemets. À l'inverse de l'outbound, qui est l'approche un peu inverse, où c'est plus, si on fait un peu une comparaison, c'est plus le VRP qui vient taper à ta porte. Coucou, nous c'est Spendez. Tu veux choisir notre solution ? Non, je sais pas, quitter. Là, j'étais en train de prendre mon petit déj. Laisse-moi tranquille, quoi. Oui, c'est tous les téléphones qui sonnent à longueur de journée pour nous vendre du CPF ou autre, à l'ancienne. À l'ancienne. Donc l'inbound, tu vas chercher à attirer ton persona, et on revient après sur le persona. L'outbound, tu vas pousser ta communication en disant « Eh oh, c'est moi le meilleur ». C'est très bien parce que là, du coup, on est rentré les 2 pieds dans le b.a.-ba. Donc, je reprends ma question initiale. Je me lance en création de cabinet où j'ai mon cabinet et tu vois, j'ai fait le strict minimum du marketing. Mon cabinet a peut-être un nom où c'est mon nom expertise et conseil. J'ai un site internet bateau comme il en existe 21 000 autres. Par où je peux reprendre tout ce que je dois faire si je veux faire du marketing, selon toi? Déjà, il y a un élément quand même qu'il faut savoir, c'est que le marketing, c'est une approche moyen-long terme. Donc, ça peut être extrêmement frustrant quand justement on se lance. Ok, on a ce site internet dont on parlait, il y a ton nom, si tu es si t'es en solo, potentiellement, tu as une page LinkedIn, etc. Mais il va falloir tout de suite commencer à s'atteler, à mettre en place des premiers éléments pour que à moyen long terme vraiment le marketing apporte des résultats. C'est quand même un warning que je mets tout de suite, c'est que là toutes les astuces qu'on va vous partager, c'est des choses qu'il faut mettre en place maintenant, mais où il y aura pas du résultat instantané, ça prend un petit peu du temps. Donc le marketing, c'est un investissement nécessaire, mais c'est un investissement de temps, d'argent un petit peu aussi, quand on n'a pas forcément la bande passante de s'occuper de ça soi-même, parce que ça prend un petit peu de temps d'externaliser, etc. Donc, j'ai mon site internet, déjà, c'est bien. Moi, j'aurais commencé par ça comme étape, si je suis une entreprise, d'avoir un site internet, rien que juste une seule page avec bonjour, nous, on est tel cabinet, on est différent des autres parce que si on travaille ensemble, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. Voilà quelques clients qui sont satisfaits. Et encore, même ça, je m'avance un peu parce que si tu viens de monter ta boîte, t'as pas encore de clients satisfaits, mais voilà. Bon, t'as toujours 2-3 amis qui viennent chez toi quand tu commences. Voilà, 2-3 copains. Et puis un petit formulaire de prise de contact. Donc très simple. Très simple. Là, vraiment, tu te lances. Ça, c'est important de le dire aussi. Vraiment, on peut s'en faire un monde. Et parfois, il y a des cabinets qui mettent du temps, surtout sur les créateurs. Parce que là, on est quand même sur la phase vraiment créateur, qui mettent vraiment du temps à se dire, tiens, comment je fais mon site, quelle page? Là, tu viens exactement de leur donner le one page, donc le site une page, avec point par point les 4 blocs que toi, tu mettrais. C'est ça. Donc pour une entreprise, oui, une page comme ça, simple de site internet, c'est vraiment important. Et même pour des comptables qui seraient en indépendant, solo, franchement, soit un profil LinkedIn vraiment bien optimisé, soit éventuellement une page LinkedIn entreprise bien optimisée. Et même parfois, de plus en plus, tu vois ça aussi, mais juste une très bonne page Instagram.
genre vraiment bien optimisé, où tu présentes un peu tes offres, etc., peut suffire. T'es pas obligé de te lancer dans la création d'un site web, etc. Ah ouais, tu penses qu'aujourd'hui, sur le B2B, alors ça va dépendre des personas, hein, mais sur le B2B, une bonne page Insta peut fonctionner. C'est une bonne vitrine, quoi. Si tu parles au... En fait, si c'est vraiment une base de base, franchement, oui. Ok. Il y a moyen de se différencier justement un petit peu de ça. Et en fait, ça te permet quand même de créer une plateforme qui te rend visible sans la technicité, même si aujourd'hui, franchement, avec tout ce qui est le concept de no-code, c'est quand même, il y a beaucoup d'outils qui te permettent de faire du cliquer, déposer et vraiment très simplement créer une page internet. Mais voilà. Attends, mais Instagram, moi, je veux pas me mettre en vidéo. Voilà ce qu'on va te répondre. Non, c'est vrai. Ceci dit, c'est ce que tu dis, si je puis me permettre de faire l'avocat du diable, c'est bien pour nous en marketeurs où on sait comment on parle. C'est une très belle opportunité. Il y a d'ailleurs des très bons comptes d'experts comptables qui sont sur Insta. C'est plus simple. La version, je me crée une page au lancement. Ok, donc on arrive, on a son site. Ça, c'est pour le créateur, pour la société qui existe déjà, qui a déjà son site, mais qui est un peu vieillissante. Par quoi on recommence ? On recommence par aller zioter la concurrence, regarder un petit peu ce que font les autres. De rien, c'est des très bonnes sources d'inspiration. Et puis, on va aller faire une analyse de ces personas. On a dit qu'on allait creuser. Je pense que c'est le bon moment pour creuser. Je pense qu'on peut creuser, le persona. Alors, qu'est-ce que le persona ? Le persona, c'est ton audience. C'est une personne un peu fictive qui représente ton audience. Donc, souvent, une entreprise, elle va avoir au moins 2 types de personas. C'est toujours une vraie personne. C'est pas une entreprise, c'est une personne. Il va y avoir le persona qui est décisionnaire, la personne qui va décider de mettre le budget et de vous choisir vous comme expert comptable par rapport à d'autres, etc. Alors soit c'est le même, mais souvent il y a ces 2 personas différents qui peut être le champion. C'est un copain de copain, mais c'est pas lui qui va être décisionnaire de est-ce qu'on passe avec votre cabinet ou pas, etc. Ça peut être soit donc le dirigeant d'entreprise, le décisionnaire directement, soit potentiellement des partenaires cibles. C'est-à-dire que si demain vous voulez lancer une offre et que l'offre elle va concerner de très près toutes les personnes qui touchent à la gestion de patrimoine, eh ben, vous avez tout intérêt, cette fois en buyer persona indirect, d'avoir des gestionnaires de patrimoine avec qui vous pourrez développer plus tard une stratégie de contenu et une stratégie potentiellement de partenariat d'événements. Voilà, c'est juste pour remettre dans le cadre de ce qu'est le buyer persona. Exactement. Pour définir son ou ses personas, il va falloir un petit peu regarder par rapport à vos clients existants, regarder quels sont les profils. Le persona, c'est vraiment du très, très basique. C'est homme, femme, quel âge, quel CSP, quel job, quelles sont ses habitudes, quelles sont ses problématiques métiers, etc. pour pouvoir identifier finalement où est-ce que vous allez pouvoir un petit peu appuyer. Souvent, on dit en marketing qu'il faut un petit peu appuyer sur la problématique de son prospect pour montrer, pour insister, genre, regarde, ce truc-là, c'est vraiment compliqué. Si on reprend clôture comptable, c'est compliqué, ça te prend de la charge mentale, c'est franchement pas cool. Alors que regarde, moi, j'arrive, tu me payes tant et je te le fais et t'as pas de stress et je te libère de cette tâche-là. Donc c'est important de comprendre quelles sont les problématiques quotidiennes, à quoi ressemble une journée type de ton persona, etc. etc. Comment tu le faisais, toi, les personas On regardait, dans un tout premier temps, justement notre base de données de clients. On regardait qui c'était. On regardait qui était l'administrateur du compte. Nous, c'était un outil, donc c'était qui est l'administrateur de l'outil en interne. Quels sont les profils des utilisateurs. Notre personnage principal, c'était quand même le directeur financier. C'était celui-là qui était le décisionnaire la plupart du temps. Donc, qui était le directeur financier ? Et du coup, on regroupait tous ces gens-là dans des listes pour faire un peu des analyses. Sur toutes les infos qu'on a de cette personne, c'est plutôt les directeurs financiers de telle taille de boîte. Sur telle taille de boîte, le décisionnaire, c'est plutôt le dirigeant. Sur telle autre taille de boîte, etc. Donc, on regarde un petit peu tous les profils en les regroupant et en essayant de trouver des comparaisons, des éléments similaires entre chaque. Et une fois que tu as fait ça, que tu as un petit peu commencé avec la data à identifier qui sont tes personas, là, tu vas voir ton équipe commerciale et c'est eux qui vont compléter. Parce que c'est eux, finalement, qui sont au day-to-day avec ton persona. Donc, c'est vraiment important que eux te complètent, en fait, et tu te dises, oui, en effet, cette personne-là, c'est plutôt tel type de profil, etc., etc.
Donc l'équipe commerciale, on va la voir pour compléter en fait les informations. Et puis ensuite, tu peux aller voir ton équipe qui s'occupe plus de ton portefeuille client. Eux, ils vont te dire, pour tel profil, peut-être va interroger ce client. Là, c'est vraiment un top champion qu'on a. Il nous adore. Donc, va faire une interview avec lui. Mais c'est important aussi d'aller voir des clients qui sont pas forcément des top champions. Peut-être des gens qui sont pas forcément hyper contents du service. Donc, c'est important aussi d'aller interroger potentiellement des prospects, des clients qui sont partis, qui ont arrêté la collaboration avec votre cabinet d'expertise comptable. Ça peut être intéressant d'aller interroger aussi des personnes qui ne sont pas encore clientes, qui sont dans le processus de passer avec vous, mais qui ne le sont pas encore. Et donc, d'aller mener des interviews vraiment un par un pour compléter. Et sur le plan marketing, ce qui peut être intéressant quand vous menez ces interviews de personas, c'est de comprendre aussi où est-ce que vous allez chercher de l'information. Est-ce que vous êtes plutôt à aller demander à vos pairs au congrès de l'Ordre des experts comptables de Bordeaux? Ou bien est-ce que vous allez écouter des podcasts de qualité? Ou bien est-ce que vous participez à des webinars? C'est un petit peu aller regarder, est-ce que vous tapez juste dans Google dès que vous avez une question? Ensuite, c'est en termes de contenu. Qu'est-ce que vous allez plutôt aller consommer? Est-ce que vous allez plutôt aller lire des articles dans des magazines sur DAF Magazine ou je sais qu'il y a un magazine des experts comptables, mais le nom m'échappe. Il y en a plein, t'as le SIC, t'en as des tonnes. Mais tu vois, là, un expert comptable a rarement accès à toute cette donnée, n'a pas souvent d'équipe sales. Enfin, je connais quelques cabinets, mais c'est quand même assez rare. D'équipe support, d'équipe success. Moi, si je le recoupe, tu vois, typiquement, la façon dont on a de le faire, surtout si c'est un créateur, là, c'est là où je suis 100% d'accord, c'est que tu donnes le fait d'aller discuter avec différentes typologies de personnes. Du prospect, du client promoteur, du client qui potentiellement peut être détracteur, donc avec qui il y a eu une petite coquille, et c'est pas grave, justement, c'est le meilleur moment pour l'intégrer dans ce processus d'évolution de l'offre et du cabinet, et puis avec du partenaire tiers. Et il y a vraiment ce côté, même si on n'a pas accès à la donnée, c'est fondamental de venir se poser, prendre le temps. Alors, combien de temps t'estimes, toi, d'ailleurs, le temps d'interview ? Franchement, 15-20 minutes, max une demi-heure. Je conseille quand même d'interviewer sur chaque persona. Donc, imaginons tu as ton décisionnaire et ton champion. C'était 2 personas. 5 interviews pour chaque. Donc, ça représente quand même 10 interviews. Si tu fais plus de 30 minutes, ça commence à prendre quand même beaucoup de temps. Donc, 15-20 minutes. Ok. Donc cours, interview, on sait exactement qui ils sont et à la fin, l'objectif des buyers persona, c'est de comprendre comment ils s'informent, qui ils sont, quels sont leurs problèmes, quels sont leurs objectifs, quels sont leurs freins, pourquoi ils travailleraient avec vous. Ça aussi, c'est super important. Et où est-ce que vous pouvez arriver à les toucher. Là, on a le persona. Moi, j'y crois. Qu'est-ce que tu peux répondre sur OK, le persona, c'est de la théorie marketing et on le met, j'allais dire dans un tiroir, mais généralement ça reste un PDF et qu'on n'imprime pas. C'est un truc qu'on le fait et puis on l'oublie. Je dirais que c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire. En fait, c'est mal utilisé et même moi aujourd'hui avec les clients que je peux accompagner, tous connaissent, savent qu'il faut faire des personas. Certains ont fait des personas, mais en effet, c'est ça. Ça reste un document qui est perdu dans un Google Drive ou un truc comme ça. Un persona, il faut que ce soit imprimé et placardé en face de toi, parce qu'en fait, que ce soit sur le plan marketing, mais même sur le développement de ton cabinet, sur tes décisions stratégiques, aucune décision stratégique ne doit être prise si elle n'est pas backée, supportée par un besoin de ton persona, en fait. C'est ça qui te permet de prioriser vraiment dans quel sens tu veux aller avec ton cabinet, avec ton entreprise. C'est mon audience, qu'est-ce qu'elle attend de moi? Entre moi, mes valeurs d'entreprise, je sais pas, si je suis un cabinet d'expertise comptable qui se concentre sur des clients à impact, il faut alors que je sache qu'est-ce qui serait un gros problème pour mes prospects, mon personnel, si je fais telle décision. Si je prends telle décision, ça va être problématique et j'aurai moins de clients à impact. Alors que si je signe une tribune ou si mon cabinet est Bicorp, par exemple, je sais que ça va être un argument qui va beaucoup plaire à mon persona entrepreneur à impact. Ce qui est fondamental sur le buyer persona, c'est que, outre l'aspect marketing, et je veux bien insister sur le fait que l'échange qu'on a aujourd'hui peut aussi être très utile à entendre pour les cabinets pour qu'ils puissent le partager avec leurs clients. Ne pas partager le podcast, quoique si vous voulez, faites-le avec grand plaisir. C'est tellement important, même dans la stratégie d'entreprise. C'est-à-dire que le buyer persona, le client idéal, la façon dont on va pouvoir conduire la stratégie de son entreprise
va permettre d'être beaucoup plus précis dans les actions qu'on va faire et va même permettre de savoir, et c'est pour ça que j'aime bien l'image de l'imprimer, de dire, OK, ça, je le fais, c'est cohérent parce que en fait, ça répond à un besoin business et c'est pas un billet de ma vision qui dit que je crois qu'ils en ont besoin. C'est vraiment parce que les interviews m'ont mené à ça. Et oui, je connais mon écosystème, oui, je sais où ça va, mais est-ce qu'ils me l'ont vraiment dit ou est-ce que je me fais un ego trip de le faire? Et ça permet aussi de savoir, parce que parfois c'est le cas, de dire, OK, je le fais, ça me fait plaisir. Et on est quand même, le but d'être dans une entreprise de service, c'est quand même de pouvoir se faire plaisir. Mais en tout cas, le fait de commencer par les buyers persona fait que ça te permet vraiment de construire ta stratégie d'entreprise, de déployer ton plan d'action. Et nous, on s'en sert même pour vraiment refondre les offres d'expertise comptable tellement on a de valeur dans ces buyers persona, quoi. Et ça doit être vraiment la base de tout. On peut, pour aider aussi à les intégrer vraiment dans le quotidien de l'entreprise, moi je conseille de vraiment même leur donner des petits noms, vraiment pour les personnifier, quoi. C'est chez Spendesk qu'on avait chaque personnage qui avait le rôle. C'était, je sais pas, Didier le DAF, tu vois, ou des choses comme ça. Et du coup, c'est que ferait Didier dans cette situation-là, quoi. Ouais, ça devient vraiment un personnage à part entière. Et il faut le voir comme tel, vraiment au centre. C'est pour ça que je suis ravi qu'on en parle. C'est vraiment au centre pour moi de la stratégie tant marketing que de la stratégie cabinet. On a une première page de site internet qui, généralement, après avoir fait les personas, on la prend, on la redéchire et on la refait puisqu'il faut rechanger les mots en fonction de ce que les personas ont vraiment sorti. Qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a les personas pour continuer dans la démarche marketing? Dans la démarche marketing, ce qu'il va falloir maintenant, c'est bien identifier aussi ta marque. Vraiment ta marque, qu'elle soit visuelle, ton identité visuelle, mais aussi ta marque à l'écrit, ton positionnement. C'est comment tu vas t'adresser à ton audience, etc. Ça, c'est important aussi pour développer ton marketing, d'avoir une marque forte et donc de bien, très concrètement, même poser noir sur blanc. OK, visuellement, nos couleurs, c'est ça, notre logo, c'est ça, notre police d'écriture, c'est ça, etc. Ça, c'est l'identité visuelle. Et être sûr que comme ça, tous les contenus que tu vas créer ont toujours bien ces éléments-là. Et il y a aussi sur la partie un peu plus écrite, c'est est-ce que on vous voit, on tutoie, est-ce qu'on est formel, informel? Par exemple, dans la Startup Nation, on utilise beaucoup d'emojis. Est-ce qu'on en utilise ou pas? Enfin voilà, c'est écrire un petit peu comment en utilisant un petit peu les valeurs de l'entreprise. Je reprends le cabinet d'expertise comptable qui est plutôt sur les projets à impact. Ça va être un ton des valeurs de bienveillance, de responsabilité environnementale, etc. Donc, c'est des choses qui doivent se ressentir dans la communication et dans les contenus. Et en fait, le fait d'avoir noir sur blanc écrit ma marque, c'est ça. C'est ce qui va te permettre de créer aussi plus facilement. Maintenant, OK, tu sais à qui tu t'adresses. Maintenant, il te reste plus qu'à créer les contenus pour t'adresser à ton audience. Donc là, tu définis le brand book, le document. Vraiment, c'est un vrai document qui reprend tous les éléments visuels. Comment on utilise les éléments visuels, quels sont les codes couleurs, histoire que tu installes une cohérence de communication sur l'ensemble de tes supports web et de tes supports print si tu veux faire du print. Et puis, tu travailles un deuxième élément qui est le ton. Est-ce que tu as des éléments, c'est super important parce que dans l'expertise comptable, on va te dire oui, mais de facto, je suis strict et très carré. Est-ce que tu as des pistes d'éléments qu'on peut mettre en place pour travailler le ton? Moi, l'exercice que j'aime bien donner à mes clients, c'est essaye, que ce soit pour finalement le visuel ou le ton, essaye de trouver un personnage fictif qui serait ta marque. Je sais pas, imaginons, je voudrais que mon cabinet, le personnage soit un peu comme Sherlock. Dans la série Sherlock, je voudrais que ce soit quelqu'un comme Sherlock, qui est très, je réfléchis, je trouve des idées. Finalement, comme ça, tu te dis, OK, comment Sherlock Holmes écrirait, comment il se comporterait, à quoi il ressemble physiquement. Si tu arrives à trouver un peu un personnage comme ça, fictif, ou je sais pas, un ancien président, ou un truc comme ça, c'est un exercice que je trouve assez drôle de réussir à trouver la personnalité qui représenterait ta marque. Et comme ça, en fait, tu réfléchis tout avec ce prisme-là, en te disant, OK, mon personnage, Sherlock Holmes, il est comme ça. Donc en fait, dès que je sors une communication, je la regarde du prisme. Si je suis Sherlock Holmes, est-ce que c'est comme ça que je vais prendre la parole? Est-ce que c'est des visuels comme ça? Forcément, si je suis Sherlock Holmes, moi j'aurais tendance à dire, je vais plutôt avoir des visuels sombres,
ton identité visuelle, ça va être plutôt sombre, plutôt sobre, très carré. Et sur la tonalité, ça va être très factuel, ça va aller vite, ça va aller essayer d'apporter un problème puis une solution, etc., etc. Je trouve que l'exercice de trouver un personnage fictif qui représente ta marque et qui soit un peu ton truc de chaque fois que tu crées un contenu, tu te remets dans la peau de ton personnage fictif, c'est un bon exercice. Bon exercice, ok. Chez Booster Digital, ce que je demande, c'est qui sont les inspirations, tu as des clients, et donc on arrive à une petite liste de personnes. C'est assez drôle à faire, mais j'avais jamais pensé à faire un mix. D'habitude, on essaie de faire un mix de tout, mais c'est un bon exercice. En tout cas, je note et je vais l'ajouter. On va l'ajouter dans nos accompagnements. Tu as embrayé sur un troisième point qui était ce que l'on appelle la ligne éditoriale, fondamentale, puisque maintenant que tu sais à qui tu parles, qui sont exactement tes buyers persona, tes clients idéaux, tu sais à quoi tu ressembles, comment tu vas imprimer ta marque, tu sais comment tu vas prendre la parole à l'écrit et à l'oral. Maintenant, reste à savoir qu'est-ce que tu vas dire. Exactement. Et donc ça, pour savoir ce que tu vas dire, c'est tu reprends tes personas et tu regardes un petit peu quelles sont leurs problématiques. Et c'est sur ça que tu vas prendre la parole. Tu vas prendre d'un côté quelles sont les problématiques de mes personas et comment je vais pouvoir, moi en tant qu'expert comptable, lui apporter une solution. Je vais regarder aussi, moi, en tant qu'expert comptable, c'est quoi mes valeurs, c'est quoi mes forces. Est-ce que j'ai une connaissance particulière dans un domaine où d'autres experts comptables n'ont peut-être pas cette spécialité-là? C'est sur ces sujets-là en fait que tu vas prendre la parole parce que c'est tout. Il faut que ça soit toi. Il faut que ta marque elle sonne comme toi, sinon ça ne fonctionne pas. Donc la ligne édito, c'est vraiment ça. C'est rester dans la continuité de tes valeurs et tout en apportant des réponses à tes personas pour que ce soit toi qui les choisisses plutôt qu'un autre. Est-ce que dans la ligne édito, tu définis les types de contenus que tu produis? Je ne mettrais pas ça forcément dans la ligne éditoriale, je mettrais ça plutôt dans un calendrier éditorial. Plutôt de se dire, ok, toutes les semaines, je vais sortir un article sur un blog, tous les mois, je vais sortir un webinar. Ça, je le mettrais plus dans un calendrier éditorial qui est lui-même relié à la ligne éditoriale, qui est lui-même relié au document dont on parlait tout à l'heure. À ta plateforme de marque. Donc j'ai été un peu vite sur ça. Tu définis ta ligne éditoriale, tu reprends tes buyers persona, tu sais quels sont leurs problèmes, tu sais ce dont ils ont besoin, tu sais pourquoi ils veulent travailler avec toi. Et puis à ce moment-là, tu définis les différentes thématiques que tu vas vouloir aborder pour capter leur attention et arriver à un certain nombre de touchpoints et apporter un certain nombre de réponses dont on parlait un peu plus tôt. Quatrième point, quel est-il? Est-ce qu'on part tout de suite sur le calendrier ou est-ce que tu as autre chose entre-temps? Un élément qui est important à définir, c'est aussi bien comprendre le funnel marketing, parce qu'on en parlait tout à l'heure, il faut amener des gens de « j'ai jamais entendu parler de toi » à « ah oui, tiens, il y a cet expert comptable ou ce cabinet qui peut être intéressant » à « alors j'en ai regardé plusieurs, mais je pense que c'est avec lui ou avec ce cabinet-là que je vais aller » pour finir par « ok, je les contacte parce que vraiment, je pense que c'est eux qui vont être le mieux pour moi ». Donc ça, on parle de funnel marketing. On parle de tofu, mofu, bofu. C'est des termes qui sont souvent utilisés dans ce funnel marketing. C'est top of funnel. Donc là, c'est la partie on attire un maximum de personnes en parlant de sujets très très larges. Donc là, parce que là, on est du coup à la radio. Ce qu'il faut bien imaginer, c'est que c'est un entonnoir. Tu es en train de mimer avec tes mains un entonnoir. Tofu, le haut, mofu, le milieu. Et bofu, le bottom, la fin de l'entonnoir. La fin de l'entonnoir, voilà. C'est important pour bien visualiser parce que le tofu, c'est aussi quelque chose qui se mange et qui est pas mal si vous l'assaisonnez bien, mais ça n'a rien à voir avec l'objet marketing. Rien à voir. C'est vraiment le haut de l'entonnoir, le milieu. C'est vraiment ça la logique de funnel. Donc on est sur un entonnoir, tofu, mofu, bofu. Je te laisse reprendre la main sur l'explication de ces trois acronymes. Donc, top of funnel, ça c'est donc attirer un maximum de personnes. C'est vraiment le haut, donc il faut que tu aies un maximum de prospects qui arrivent à cette étape-là. Ensuite, il va falloir que tu retires de ton funnel les gens qui ne t'intéressent pas. Je ne sais pas, par exemple, tu es un expert comptable seulement sur la France, s'il y a quelqu'un d'Allemagne qui a fait une prise de contact, ça ne t'intéresse pas. Donc il va falloir que tu fasses comprendre à ce niveau-là que, en fait... si tu as besoin d'informations et que j'ai des contenus qui peuvent t'aider, voilà, mais ça sert à rien que tu me demandes que tu fasses une prise de contact parce que
je vais pas pouvoir t'accompagner. C'est le moment où tu fais le tri. Exactement. Donc tu fais descendre en fait au fur et à mesure et tu spécialises un petit peu et tu t'assures que vraiment la personne, quand elle avance dans ce funnel-là, qu'elle descend dans l'entonnoir, que vraiment elle est parfaitement adaptée à ton audience, que c'est vraiment à cette personne-là que tu veux parler. Est-ce que tu as des exemples? Parce qu'en vrai, moi, ça est resté très longtemps assez vague, tu vois, ce logique de tofu, mofu, bofu. Est-ce que tu as des exemples de contenu ou de type de contenu qu'on fait lorsqu'on est en haut du tunnel, lorsqu'on fait au milieu du tunnel et lorsqu'on est en bas du tunnel? Tout à fait. Donc, en top of funnel, tofu, on va plutôt avoir des articles sur le blog. Là, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est on tape une question dans Google et je vais cliquer sur un article qui répond à ma question. Très bien. Donc ça, c'est tout le monde. Travail de référencement naturel. Référencement naturel, SEO, pour Search Engine Optimization. Donc ça, c'est du top of funnel. En dessous, on va avoir donc le middle of funnel, MOFU. Là, ça va être plutôt des contenus, par exemple, des livres blancs. Ça va être un livre blanc, par exemple, qui va être sur... on reprend le cabinet d'expertise comptable à Impact. Ça pourrait être un livre blanc sur X astuces pour monter une entreprise à impact. Là, c'est beaucoup plus concret. C'est plus juste 10 logiciels importants en comptabilité. C'est les projets à impact. Donc là, je commence à spécifier que moi, je m'adresse quand même plutôt aux personnes qui cherchent, aux entrepreneurs qui sont à impact. Donc là, je spécifie. J'ai beaucoup moins de monde dans mon funnel. Et tout en bas de mon funnel, ça va être, par exemple, le témoignage client. Un de mes clients qui est satisfait d'un accompagnement sur une clôture de fin d'année. Il explique, il fait avant de passer par ce super expert comptable, je passais X temps et beaucoup de stress parce que j'avais toujours peur de faire des erreurs, etc. Aujourd'hui, je passe avec monsieur ou madame machin qui me fait gagner toute cette charge mentale. Ça a changé ma vie. Je recommande, un peu comme les avis Google, hein, finalement. C'est l'avant, l'après. Et donc ça, c'est au moment où la personne va se dire, en fait... est-ce que je passe avec ce cabinet-là ou plutôt avec cet autre-là? Si vous avez des témoignages clients de clients satisfaits, ça peut faire la différence. C'est un petit peu comme en entretien, quoi. C'est pourquoi vous plutôt qu'un autre. Ouais, c'est lors de ta phase de décision d'achat, en fait, tu viens en bas du tunnel, tu viens avec des contenus qui sont de la réassurance au moment du choix. Et ça, c'est important de le rappeler parce que en cabinet d'expertise comptable, et c'est encore le cas aujourd'hui, hein, c'est énormément de recommandations. Le bouche à oreille est le premier levier, mais on voit quand même depuis des années les choses qui évoluent. La montée du SEO dont tu parlais, du référencement naturel, est de plus en plus présente. Donc il y a de plus en plus de cabinets qui créent des contenus pour travailler ce tofu. Et il y a de plus en plus aussi de cabinets qui travaillent le milieu. Et donc, un prospect qui va venir contacter un cabinet, généralement, il va avoir tendance à contacter au moins d'expérience aujourd'hui les 5 premiers résultats de la page Google. Et si ce n'est pas les 5 premiers de la page Google parce qu'il a fait une recherche géolocalisée sur Google Maps, il va aller contacter les 5 qui sont autour, quoi. Après, à la première personne qui répond, et puis quelle est l'expérience prospect qu'on va pouvoir lui proposer, et puis quel est le tarif en fonction de l'offre qui aura été proposée. Et à ce moment-là, c'est super intéressant d'avoir ces contenus de bas de tunnel pour arriver en réassurance et faire comprendre quelles sont les différences entre vous et un confrère. Ok, très clair pour les 3 typologies de contenu. Tu as des astuces justement pour faire avancer, toi, les prospects, les leads dans ce tunnel? Oui, en fait, il faut bien tout interconnecter, en fait. Je reprends mon exemple d'articles, de livres blancs et de témoignages clients. C'est qu'en fait, ok, j'ai cherché une réponse, j'arrive sur ton article. Je vais lire tout l'article et en bas de l'article, j'ai ce qu'on appelle un CTA pour Call to Action ou appel à l'action. C'est en gros, ça va être un bouton ou un lien qui renvoie, par exemple, vers mon livre blanc. Ça, c'était, ok, j'ai 10 outils comptables. Mon livre blanc, c'est les 7 tendances de l'expertise comptable dans les années à venir. Tiens, faudrait que je le fasse celui-là. Avec l'IA, ChatGPT, tout ça. Bonne idée. Ouais, c'est une bonne idée. J'en ai un autre aussi qu'il faut que je fasse là. Et donc, pourquoi pas dans ton livre, la personne remplit un formulaire pour récupérer le livre blanc, tu lui envoies un mail avec la ressource, et puis tu peux avoir automatisé des mails après pour le faire avancer, pour lui repousser du contenu qui le fait descendre au fur et à mesure. Donc, moi, ce que j'avais mis en place, c'était chez Spaness, c'était tu demandes le contenu,
Tu reçois le contenu tout de suite par mail. 3 jours après, je te repousse un autre mail avec 3 autres contenus sur la même thématique que ce que tu as téléchargé, donc qui nécessairement devrait t'intéresser, et sur des formats différents. Donc, tu as téléchargé mon livre blanc sur les 7 tendances de l'expertise comptable. En fait, je vais te pousser une vidéo qui parle d'un autre sujet sur l'expertise comptable, peut-être un autre article qui parle d'expertise comptable, et je sais pas, une landing page, un peu de checklist des choses pour bien faire ta clôture comptable. Page de vente, quoi. C'est ça. Et ensuite, je vais pouvoir continuer à régulièrement, maintenant que tu es dans ma base de données d'email, je vais pouvoir continuer à t'inviter à des webinars. J'invite tous mes top prospects à un dîner pour les convaincre de passer par mon cabinet d'expertise comptable plutôt que celui de la concurrence. Donc, je l'invite à un dîner, etc. Maintenant que j'ai la personne dans ma base de données, là, je peux faire un petit peu ce que je veux pour l'engager. Et je vais pouvoir continuer à lui pousser du témoignage client. Je vais pouvoir potentiellement rajouter une étape dans mon process où j'essaye de l'appeler, de rajouter de l'appel sur du mail, de l'invitation, des trucs comme ça. Ça peut aussi bien fonctionner pour faire avancer dans le funnel. C'est intéressant, tu parles de base de données. Tu utilisais un outil en particulier, tu as des outils à recommander pour justement garder une trace de toutes ces actions marketing et des données que tu récoltes? Oui, alors moi je suis très fan de HubSpot, qui est quand même la référence de l'outil marketing, à la fois pour gérer ton contenu, mais aussi toutes tes cadences de mail, et qui a un aspect CRM aussi, donc Customer Relationship Manager, donc pour gérer justement toutes tes fiches prospects et clients. Puis qui a un peu théorisé le principe de l'inbound marketing avec un auteur qui s'appelle Seth Godin. On est vraiment sur des Américains qui font des choses sympathiques. Mais qui, entre nous soit dit, est un coût qui est le plus cher en termes d'outils. Voilà, ils savent qu'ils sont la référence, donc ils se permettent des prix qui sont élevés. Bon, si vous êtes un cabinet, que vous avez les moyens, etc., je vous conseille d'utiliser HubSpot. Donc en outil, si vous êtes solo en expertise comptable, il y a Brevo, Sendinblue, tout à fait. Il y a Mailchimp. Ça, c'est des outils qui vont vous permettre d'automatiser de la prospection, de l'emailing plutôt, marketing, de faire des newsletters, des choses comme ça. Et ensuite, sur la gestion des clients, ça va être, je vous conseille, alors, si vous parlez anglais, je vous conseille Folk, qui est un super CRM. Alors, je l'ai jamais moi utilisé, mais tout le monde me dit qu'il est juste dingue. Par contre, il est que en anglais. Tout ce dont tu viens de parler là, c'est ce qu'on appelle du nurturing. Donc, on va prendre le temps de nourrir le prospect sur le long terme avec du contenu. Et en fait, c'est extrêmement bien adapté au cabinet d'expertise comptable. D'une part parce qu'il y a une véritable expertise à mettre en avant, et puis parce que les process de vente peuvent être soit très rapides sur une demande immédiate, j'ai besoin d'un expert comptable tout de suite, soit très longs. Et c'est pas parce que un de vos prospects vous a dit non maintenant que c'est un non éternel. C'est vraiment important d'arriver à bien, dès le début, tu parlais de base de données, d'avoir un outil pour moi, dès la création de bonne qualification de cette base de données. Pour ma part, je sais que j'utilise Pipedrive depuis toujours et il fait aussi très bien le taf. Aujourd'hui, ils ont leur outil de mailing en interne, mais sinon, nous, on le plug avec un Mailchimp. C'est vraiment paire des deux et c'est vraiment intéressant et indispensable de l'avoir dès le départ, puisque un prospect que vous pouvez rencontrer maintenant, si je reprends l'exemple des créateurs, mais c'est tout aussi vrai avec les sociétés existantes, soit si c'est un créateur, il vous rencontre au début du projet, puis le projet est mis en stand-by pendant 3-6 mois, le temps de maturer, et il revient vers vous, ou il revient pas vers vous si vous ne l'avez pas nurturé, et dans ce cas-là, vous perdez le temps que vous avez passé en investissement du rendez-vous initial. Et si c'est un client dont l'entreprise existe déjà, il se peut qu'il ne puisse pas changer d'expert comptable maintenant, puisqu'il n'a pas la clause des 3 mois avant la date de clôture, etc. Et donc en fait, il décale le fait de vous rencontrer au bout d'un an, puis en fait au bout d'un an, il vous aura oublié, et c'est dommage puisque vous allez produire du contenu par rapport à tout ce qu'on vient de se dire en amont, et vous allez pouvoir lui publier ce contenu dans une newsletter mensuelle par exemple, ou alors, tu l'as très bien expliqué tout à l'heure, l'inviter à des webinars, puisque vous pouvez faire des webinars aussi bien pour vos clients que pour vos prospects. C'est là où je voulais juste rebondir sur cet intérêt du CRM, de la base de données, d'avoir un outil, et oui, dès le départ, parce qu'en même temps, dernière chose sur ça, c'est que quelqu'un que vous allez rencontrer au début d'année, vous allez peut-être rencontrer 100, 150, 200 personnes dans l'année, il vous recontacte ou vous le relancez par une newsletter, il vous demande un nouveau devis
un an et demi après, vous avez totalement oublié ce qu'il vous a dit il y a un an. Et là, ça vous permet quand même de garder une trace sur les échanges et d'être beaucoup plus impactant dans la proposition et dans ce que vous allez pouvoir justement lui proposer. Voilà ce que je voulais dire en complément de cet objet du... Excellent complément. Merci. Le temps file. Si on a un point, donc on a vu comment on faisait avancer le prospect dans le funnel. Mais il y a peut-être, j'étais en train de me dire, on est descendu dans le funnel pour revenir peut-être à des choses plus concrètes de ce que vous pouvez faire aussi dès demain. Dès maintenant, vous mettez en pause juste après mon explication. Vous vous y mettez, mais c'est quel contenu finalement aller créer et comment profiter aussi parfois de la visibilité de d'autres personnes pour vous mettre vous en avant. Déjà, il y a forcément les réseaux sociaux. Il faut regarder justement dans votre recherche de persona, demandez-leur quels sont les réseaux sociaux sur lesquels ils sont. Et donc, vous pouvez créer du contenu sur ces réseaux sociaux-là. Si vous êtes un cabinet d'expertise comptable plutôt dédié aux freelance, peut-être que ça va être des contenus à aller faire sur LinkedIn ou peut-être même sur TikTok ou Instagram parce que finalement c'est là qu'ils sont. Donc créer du contenu sur les réseaux sociaux. Ça peut être aussi utiliser, on connaît maintenant le concept des influenceurs. On en parle évidemment, la télé-réalité, les machins, mais il y a aussi des influenceurs professionnels. Je pense moi dans mon domaine, par exemple en marketing, il y a Caroline Mignot qui est une influenceuse LinkedIn et du coup aujourd'hui elle a des posts sponsorisés avec des marques ou il y a des gens qui font des podcasts, peut-être que un jour tu auras un gros sponsor. Pour l'instant on a Booster Digital qui nous sponsorise, merci à eux, très sympa. Ouais, vraiment une super équipe, moi je vous les recommande pour tout ce qui est marketing, communication, stratégie des cabinets. Petit sponsor, on est obligé de leur faire de la pub. Donc voilà, il y a des podcasts aussi qui cherchent parfois des sponsors, etc. Donc c'est des bonnes opportunités aussi d'utiliser des influenceurs ou en tout cas des contenus existants pour aller accoler votre marque à ces personnes ou à ces contenus. Ça, c'est un super levier aussi quand on n'a pas forcément le temps de créer du contenu pour soi. C'est d'aller juste sponsoriser des contenus existants. Alors, il y a le sponsoring qui est du coup payant, c'est un petit budget, mais ce qui peut être intéressant aussi, une opportunité, c'est d'aller faire des contenus croisés avec d'autres. Typiquement, être invité sur un podcast. Moi, aujourd'hui, ce qui est génial, c'est que j'aime bien pouvoir partager ça avec vous, mais mine de rien, ça me permet aussi de mettre en avant que je suis freelance et que je peux accompagner des entreprises sur de la stratégie marketing, sur de l'opérationnel marketing, etc. Donc, mine de rien, ça me permet de mettre moi en avant et ça pourrait être, ça peut être intéressant aussi d'aller sur des podcasts qui parlent de comptabilité et venir raconter, en fait, qu'est-ce que vous avez mis en place dans votre cabinet, qu'est-ce que en tant que solo expert comptable, quelles sont les erreurs que vous avez pu faire pour partager à la fois votre expertise, votre expérience et montrer, et profiter de ça pour la visibilité de votre service ou de votre cabinet. Ça, c'est des super, que ce soit, alors je parle de podcast parce que là on fait un podcast, mais ça peut être aussi un article de blog, vous contactez un média dédié aux experts comptables et vous leur dites, en fait, voilà, j'ai rédigé un article, pas un article trop promotionnel, mais vous avez réfléchi à une thématique, justement, tu vois, on reprend les tendances à venir de l'expertise comptable. Tu pourrais, dans ce cas-là, en faire un livre blanc. Et pour promouvoir ton livre blanc, tu pourrais aussi proposer d'écrire un article. Voilà les 3 tendances. Et ton livre blanc, c'est 7. Donc, à la fin de ton article, tu dis, si vous voulez en découvrir 4 autres, téléchargez mon contenu, mais aller écrire un article que tu proposes à un ou plusieurs médias de l'expertise comptable et du coup ça met Booster Digital en avant, etc. Pour l'anecdote, c'est exactement ce que j'ai fait au lancement de Booster Digital où j'ai écrit des articles sur Compta Online, d'ailleurs qui sont toujours dispo, sur comment on mettait en place des actions marketing au sein d'un cabinet. Donc en tout cas, c'est ce qui permet de gagner plus rapidement en visibilité et en crédibilité. Et c'est un vrai win-win. Non seulement en plus crédibilité, visibilité, mais en plus, quand vous renvoyez vers votre site internet, ça Google aime beaucoup. C'est aussi de la notoriété et de l'autorité pour Google sur le plan référencement SEO. C'est que si des sites très connus parlent de vous et renvoient des liens vers votre site, Google va se dire c'est pas des rigolos, ils sont là sérieusement et je vais potentiellement les faire remonter dans mon algorithme et dans les pages de recherche. Ils sont crédibles.
Ok, donc très important ce principe de lancer la production de contenu. Dans tous les cas, vous savez quel contenu produire puisque vous avez fait vos buyers persona. Et ce qui est intéressant dans la logique d'inbound marketing, c'est vraiment de toujours se placer du côté donner du contenu de qualité, informé, vraiment informé, quoi. Ça sert à rien de faire du publi rédactionnel ou quoi que ce soit, ça va faire pchit. C'est de créer des contenus en pensant systématiquement à l'utilisateur, si on parle d'un SaaS, au client idéal. Et c'est exactement ce qu'on fait en fait chez nous. L'objet de ce podcast, c'est de créer du contenu, d'offrir du contenu qui soit qualitatif pour que vous puissiez le mettre en place. Et espérons un jour qu'on t'appelle Juliette ou qu'on m'appelle pour ce genre de choses. Voilà, c'est vraiment cette logique. Ce qu'on est en train de faire là, c'est la démonstration de l'inbound marketing. En quelque sorte, donc si vous recevez un mail dans pas longtemps, ne soyez pas surpris, c'est que vous êtes rentré dans le funnel. Et c'est ça qui est bien, c'est que maintenant qu'on l'a dit, au moins ça permet de visualiser. Exactement. Peut-être un dernier élément aussi, c'est, on a très très vite fait aborder, mais aujourd'hui avec ChatGPT. C'est ce que j'allais te demander. Comment tu vois l'évolution du marketing d'ici les 5 prochaines années ? Franchement, je peux pas aller aussi loin, mais c'est déjà, je voyais l'autre jour sur Twitter un mec qui expliquait à quel point c'était fou comme Midjourney, qui est la version image, avait évolué. Il montrait en envoyant le même descriptif, la qualité de l'image en 6 mois. Il regardait, je crois, tous les 2 mois comment l'image avait, avec la même description, avait augmenté en termes de qualité. Ça va très très vite, ça s'améliore très très vite. Et aujourd'hui, il y a aussi, sur le plan marketing, beaucoup de choses qui peuvent être faites. Alors, ça ne remplacera pas, ChatGPT va pas vous écrire des articles, va pas vous créer des vidéos. Par contre, ça va vous faire gagner un temps considérable parce que ça va vous faire de très bonnes premières bases pour des contenus. Donc, ça peut valoir le coup pour créer un article, de dire à ChatGPT, voilà, j'aimerais écrire un article sur telle problématique. Voilà quelques sources que j'ai pu trouver qui parlent de ça. Écris-moi un article avec, là vous reprenez votre brand book, avec je veux que le ton soit formel, informel, je veux que ce soit mes valeurs c'est ça, etc. Je veux qu'on ressente les valeurs là-dedans. Ou si on reprend même cette idée de personnage, je veux écris-moi un article sur la nouvelle réglementation comptable XYZ, comme si c'était Sherlock Holmes qui me l'expliquait. Et en fait, il va te sortir un article, et puis toi, tu réutilises derrière, tu reprends, Ouais, il faut vraiment le voir en fait comme un premier outil. Ça vous donne un premier jet là où vous auriez passé une demi-journée à rédiger une piste et puis le faire relire. Là, ça va vous envoyer une très bonne première base de travail. À voir d'ailleurs sur les sujets parce que pour avoir fait des tests, alors je pense que d'ici à ce qu'on diffuse, ça aura encore évolué compte tenu de la rapidité, mais c'est vraiment pas au top en termes d'actualité fiscale, comptable, etc. Mais sur les autres sujets qui peuvent concerner vos buyers persona, il y a quand même vraiment matière à avoir des premières bases de travail et c'est en ça où aujourd'hui c'est devenu un assistant marketing pour tout le monde de façon très très efficace, enfin, même dans les cabinets, ça donne vraiment une première base de matière pour venir créer des contenus pour la newsletter, créer des contenus pour les réseaux sociaux, créer des contenus pour le blog, quoi. Ouais, c'est vraiment un gain de productivité et d'efficacité. Et si on reprend l'exemple d'un article, objectivement, quand j'ai commencé au marketing et que j'écrivais des articles, ça me prenait un article, tout mis bout à bout, ça te prend un jour en fait. Ouais, exactement, c'est ce que j'allais dire. Un jour complet. Si ChatGPT te permet d'avoir juste écrire une première version d'article, moi ça me prenait 4 heures. ChatGPT te le fait en 3 minutes, quoi. Ouais, parce que ce qu'il faut voir dans la production de contenu, c'est qu'il y a aussi un travail en amont de recherche, etc. etc. Donc c'est vraiment un élément super important. Tu as bien fait de le souligner en dernière action, c'est de bien le prendre en main, bien comprendre comment on écrit les prompts qui permettent d'avoir cette base de travail marketing pour que c'est un bon début, une fois qu'on a fait tout ce travail, pour commencer à sortir du contenu. C'est vrai. Et il y a de plus en plus maintenant, un peu partout, sur LinkedIn, vous en trouverez assez facilement des personnes qui justement partagent des prompts, même des bibliothèques de prompts ChatGPT pour créer du contenu. Donc ce n'est que le début. À mon avis, l'intelligence artificielle va vite arriver dans les sujets marketing des cabinets et de toutes les entreprises d'ailleurs en général. C'est des discussions hyper intéressantes que j'ai avec d'autres marketeurs, quoi, de voir la force du truc. Faut pas avoir peur on va être remplacé par des machines, hein. On aura toujours besoin de notre cerveau humain. Si ça peut nous faire gagner un temps considérable, on prend. On prend, exactement. Juliette, est-ce que tu veux rajouter un dernier point ?
Écoute, ça me semble déjà pas mal. Là, On a fait un bon tour. Là, je pense qu'on normalement, a on fait a un les... très bon tour. Si, peut-être un dernier élément, même plus cette fois pour les personnes qui sont en cabinet, et donc forcément pour les personnes qui sont en solo, c'est hyper important, mais pour ceux qui sont déjà en cabinet aussi, mais c'est de faire du personal branding sur LinkedIn ou en tout cas le réseau social où les personnes sont. C'est pas publier avec le compte de votre entreprise, mais publier avec votre compte à vous. Déjà parce que les réseaux sociaux préfèrent en termes de visibilité, ils vont plutôt pousser des personnes que des pages entreprises. Mais ça c'est hyper important et ça fait toute la différence. Et je trouve qu'il y a peu justement d'experts comptables qui font ça, qui font du personal branding. Donc il y a une vraie place à prendre, je pense, aujourd'hui pour se différencier. Et ça pourrait être l'objet d'un épisode à part entière, à mon avis, on aurait tant à dire, mais il me semble que sur ton profil LinkedIn, d'ailleurs, on peut retrouver un très bon article. On mettra le lien en description de l'épisode. Il me semble qu'il y a un très très bon article sur tout ce qu'il faut connaître des bases pour au moins commencer à prendre la parole parfaitement sur LinkedIn. Donc on mettra ça en commentaire et on reviendra sur un épisode. Si celui-là vous a plu, dites-nous d'ailleurs. Et comme ça, on reviendra sur un épisode spécial personal branding. Dernière question, si tu as une ressource à nous recommander, blog, livre, film, personne à suivre qui peut être game changer sur les sujets que tu le souhaites. Hormis, évidemment, le podcast de l'Accounting Business Club, puisque ce serait trop simple. C'est ce que j'allais dire. Ouais, je sais. Eh ben sur ChatGPT, parce qu'en ce moment c'est quand même le sujet. Je trouve que sur LinkedIn il y a, alors c'est en anglais, mais Ruben Hassid, H-A-2-S-I-D, qui partage énormément justement de prompts ChatGPT et il en partage sous forme de carrousel et je les trouve vraiment excellent. Et je trouve que voilà, il fait des super contenus sur du prompt ChatGPT pour vraiment aller pousser le sujet. Et c'est lui qui justement vend je crois c'est genre il a 1000 prompts qui vend à 1 euro. Ok. Donc voilà. Donc intéressant d'aller checker. Écoute, merci pour la découverte. On le met ça aussi en description de cet épisode. Merci Juliette. Mais merci à toi pour l'invitation. Où est-ce qu'on peut te contacter ? Le plus simple, ça reste sur LinkedIn. Juliette Hervé, votre future experte grosse marketing pour vous accompagner avec grand joie. Bravo, pour vous accompagner ou accompagner vos clients, puisque aussi pour moi l'objet c'est vraiment dans ce podcast d'arriver à vous sensibiliser pour que vous puissiez aussi parler de ces sujets de stratégie, de marketing, de communication avec vos clients. Je me permets d'ajouter ça, mais c'est vrai que c'est ce qu'on voit aujourd'hui, ce que je voyais déjà quand j'étais chez Spendesk et j'imagine que ça l'est de plus en plus, mais c'est aujourd'hui t'en parlais dans ton live, t'as ton vlog sur l'accounting à Londres, mais c'est aujourd'hui un expert comptable ou un cabinet d'experts comptables qui va faire la différence. C'est un qui va pas seulement proposer des outils à ses clients, mais qui va vraiment proposer un accompagnement un peu 360 stratégique à ses clients. Donc le marketing en fait partie. Exactement. Merci Juliette, merci à tous d'être encore là. Si ça vous a plu, vous connaissez la musique, on met un like, 5 étoiles, on partage au plus grand nombre parce que plus on est nombreux à écouter ce podcast et plus on est nombreux à mieux vivre l'expertise comptable. Je vous remercie encore une fois Juliette, merci encore et je vous dis à très vite pour un prochain épisode de l'Accounting Business Club. Bye bye, ciao. Merci, bye bye.